Découvrir Marx par Florian Gully et Jean Quétier. Livre sous-titré « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde. Ce qui importe, c'est de le changer ». Phrase tirée des thèses de Feuerbach, écrite par Karl Marx en 1845. Livre publié par les éditions sociales LDES 2020. Je précise que la postface est de Lucien Sève. Introduction. Qui n'a pas entendu parler de Marx ? Nombreux sont ceux qui ont au moins une idée vague de ce qu'il a pu écrire ou faire. Une idée souvent déformée d'ailleurs, par tout ce qui a pu être dit au cours des 2 siècles qui nous séparent de sa naissance. Pour beaucoup, Marx est encore directement associé, sans véritable distance critique, aux expériences du socialisme réel, entre guillemets du XXe siècle et à l'Union soviétique en particulier. C'est pour cette raison qu'il nous a paru salutaire d'en revenir au texte, de donner à lire Marx lui-même. Comme le dit le philosophe Lucien Sève, la situation de Marx est paradoxale. Il demeure foncièrement méconnu, mais suscite pourtant de plus en plus souvent la curiosité. Le retour de Marx a déjà fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Depuis la crise de 2008 notamment, on a eu de cesse de l'annoncer. Et dans les librairies ou dans les universités, il ne s'agit pas d'un mythe. Les publications, les conférences, les séminaires liés de près ou de loin à Marx fleurissent. Pourtant, leur diffusion peine à dépasser les cercles académiques. Quoi de plus paradoxal pour une œuvre comme celle de Marx dont l'effort vise à marier la plus haute exigence théorique et le souci politique de se faire accessible à tous, dit-il dans la préface de la première édition allemande du Capital. Mais ce n'est pas une fatalité. La pensée de Marx n'est pas condamnée à être l'apanage d'une minorité savante. Nous avons décidé de contribuer, à notre échelle, à la diffusion de textes dont la pertinence a encore aujourd'hui de quoi nous surprendre. Beaucoup s'intéressent déjà à Marx sans vraiment savoir par où commencer. Il est vrai que c'est un auteur qui peut effrayer les lecteurs. Il est, par exemple, tout sauf évident de se lancer seul dans la lecture des milliers de pages qui composent le Capital, surtout si on ne dispose pas d'une formation de philosophe ou d'économiste. Il est néanmoins possible de lever ces obstacles, et c'est dans cette démarche que s'inscrit le recueil que vous tenez entre les mains. Cet ouvrage n'entend pas mettre au jour de nouvelles interprétations de l'œuvre de Marx. Il a été pensé comme un outil de découverte et d'entrée dans la lecture de Marx à destination du plus grand nombre. Réalisé par des enseignants, qui sont aussi des militants communistes. Ce recueil prend sa source dans la création d'une rubrique de la revue du Projet, la revue politique du Parti communiste français. Cette rubrique, intitulée « Dans le texte », visait à faire découvrir ou redécouvrir chaque mois aux lecteurs des extraits de textes de Marx. Nous poursuivons ici cet objectif militant qui consiste à proposer, sous une forme accessible, un contact direct avec les écrits de l'auteur, accompagné de commentaires et de notes à caractère pédagogique. L'objectif n'est d'ailleurs pas d'en rester à la lecture scolaire de classiques, mais bien plutôt d'ouvrir la voie à une appropriation populaire de ces textes à des fins d'émancipation collective. Il nous paraît aujourd'hui nécessaire de prolonger cette démarche en regroupant sous la forme d'un recueil bref et abordable la série de commentaires que nous avons réalisés. Les introductions générales à Marx ne manquent pas. Plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs de bonne qualité. C'est pour cette raison que nous avons préféré réaliser une petite anthologie commentée, réinscrivant les textes dans leur contexte, apportant des éclaircissements nécessaires à leur compréhension, soulevant les problèmes qu'ils contiennent. Les commentaires sont suivis d'indications bibliographiques, pour celles et ceux qui voudraient approfondir certaines questions. Nous n'avons bien évidemment pas cherché à être exhaustifs. Nous avons essayé de sélectionner des textes représentatifs de différentes périodes de la vie de Marx, mais aussi de différents problèmes politiques, historiques, économiques, philosophiques, auxquels il a pu être confronté. Nous les avons choisis également parce que nous considérons que les analyses qu'ils renferment sont encore souvent d'une actualité surprenante, même s'ils ne proposent évidemment pas de recette miracle pour répondre aux enjeux de notre temps. On y retrouvera des textes très célèbres, comme le début du manifeste du Parti communiste, d'autres qui le sont un peu moins. On y croisera des concepts centraux que nous tâchons de décrypter, comme ceux de lutte des classes, de rapport de production ou encore de survaleur. On plongera dans un contexte intellectuel et politique qui est celui du milieu du XIXe siècle, et que nous tâchons de restituer au lecteur contemporain, qui est loin d'en être familier. On découvrira une pensée qui fait usage des outils de l'abstraction, mais qui demeure avant tout inscrite dans le concret, toujours attentive à la spécificité des situations, toujours soucieuse des enjeux pratiques. Nous ne présentons jamais les réflexions de Marx comme des évidences. Nous cherchons plutôt à mettre au jour les problématiques qui l'agitent, à restituer les étapes de son raisonnement. Nous avons souvent choisi de nous appuyer sur des exemples, parfois développés par Marx lui-même,
parfois ajoutés par nous, afin que le lecteur saisisse plus facilement l'intérêt de ces textes, qui est loin d'être purement théorique. Ce recueil est donc une antichambre. Il a pour but de faciliter la lecture des textes de Marx, mais aussi et surtout de donner envie de continuer à lire par soi-même et de poursuivre la réflexion sans se contenter de certitudes. Marx disait que pour emprunter la route de la science, il ne fallait pas craindre, ouvrez les guillemets, de se fatiguer à gravir ces sentiers escarpés. Fermez les guillemets, préface à l'édition française du Capital. Mais il ajoutait que cette voie menait à des sommets lumineux. Nous faisons le pari que le jeu en vaut la chandelle. Karl Marx, une courte biographie. Karl Marx naît à Trèves, en Prusse rhénane, le 5 mai 1818, d'un père avocat juif converti au protestantisme. Après avoir obtenu son baccalauréat à l'âge de 17 ans, Marx part faire ses études de droit à Bonn où il restera 1 an. Il s'installe ensuite à Berlin et se consacre à l'étude de la philosophie. C'est pendant cette période, entre la fin des années 1830 et le tout début des années 1840, qu'il se lie d'amitié avec des représentants du mouvement jeune hegelien, un courant philosophique qui critique la religion et le pouvoir en place. À la même époque, il se fiance avec Jenny von Westphalen. En 1841, il reçoit le titre de docteur en philosophie pour sa thèse consacrée à Épicure et Démocrite. Néanmoins, le durcissement du régime prussien, consécutif à l'arrivée sur le trône de Frédéric Guillaume IV, 1 an plus tôt, ne lui laisse guère d'espoir d'obtenir un jour un poste de professeur à l'université. En 1842, Marx prend alors la tête d'un journal libéral, la Gazette rhénane, qui lui donne l'occasion de s'intéresser aux questions économiques. Il va alors glisser rapidement vers le communisme. Début 1843, le journal, jugé trop oppositionnel par le pouvoir prussien, est interdit. Marx décide alors de s'installer à Paris, avec Jenny, avec qui il vient de se marier. En France, il rencontre notamment de nombreux militants ouvriers. Au même moment, il lance une revue, les Annales franco-allemandes, dont ne paraîtra qu'un seul numéro, et se plonge dans la lecture d'ouvrages d'histoire et d'économie politique. C'est aussi à Paris en 1844 qu'il se lie d'amitié avec Friedrich Engels, avec lequel il collaborera étroitement jusqu'à la fin de sa vie. Ses publications aux accents révolutionnaires valent à Marx d'être expulsé de Paris au début de l'année 1845. Il trouva refuge à Bruxelles, où il est rapidement rejoint par Engels. Les deux hommes rédigent alors les manuscrits de l'idéologie allemande et fondent en 1846 un comité de correspondance communiste. L'année suivante, Marx rédige en français un pamphlet contre Proudhon, intitulé « Misère de la philosophie ». Il décide aussi, avec Engels, d'adhérer à la Ligue des Justes, une organisation politique rebaptisée Ligue des communistes dès juin 1847, et dont la devise est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Ils en rédigent la profession de foi, qui paraît en février 1848 sous le titre de Manifeste du Parti communiste. Au même moment, c'est la révolution en France et en Allemagne. Marx et Engels se rendent à Cologne, où ils fondent la Nouvelle Gazette rhénane, qui se veut l'organe de la démocratie en Allemagne. Mais la contre-révolution ne tarde pas à triompher et le journal cesse de paraître en mai 1849. Marx est déchu de sa nationalité prussienne et s'exile à Londres avec sa famille. Il continue à écrire des articles sur la situation politique française, qui seront ensuite rassemblés sous le titre « Les luttes de classe en France ». Marx vit alors dans une grande précarité, malgré le soutien financier d'Engels. Il tombe malade, 2 de ses enfants, Guido et Franziska, meurent en bas âge. Les perspectives révolutionnaires immédiates s'éloignent. La Ligue des communistes est dissoute par ses adhérents. Marx considère qu'il est nécessaire d'approfondir sa théorie économique. Tout au long des années 1850, il fréquente assidûment la bibliothèque du British Museum et étudie de près l'économie politique. Pour faire face à ses difficultés financières, il devient le correspondant européen d'un journal américain, le New York Daily Tribune. En 1857, la crise économique et commerciale qui frappe le monde lui fait croire à l'imminence d'une révolution. Il entreprend alors de faire paraître une critique de l'économie politique qui proposerait une analyse d'ensemble du mode de production capitaliste. Il rédige un premier manuscrit, connu sous le nom de Grundrisse, et publie en 1859 un premier fascicule comprenant 2 chapitres de sa contribution à la critique de l'économie politique. Au cours des années 1860, il n'aura de cesse de retravailler les différents brouillons d'un ouvrage qui allait devenir le Capital. Parallèlement, en 1864, est fondée à Londres l'Association internationale des travailleurs, qu'on appellera ensuite la Première internationale, dont Marx devint l'un des dirigeants. Il en rédige notamment le manifeste inaugural et les statuts,
En 1867, paraît enfin le premier livre du Capital, le seul tome qu'il parviendra à achever de son vivant. C'est Engels qui publiera, après sa mort, les livres 2 et 3. En 1871, il rédige, au nom du Conseil général de l'Internationale, La guerre civile en France, un texte d'analyse et de soutien à la Commune de Paris qui vient d'être écrasée par le gouvernement français. À la même époque, l'Internationale se déchire entre les partisans de Marx et ceux de l'anarchiste Bakounine, jusqu'à aboutir en 1872, lors du congrès de La Haye, à une scission qui lui sera fatale. Mais au milieu des années 1870, c'est à nouveau vers l'Allemagne que Marx tourne ses regards. Lors du congrès de Gotha, en 1875, les deux principales branches du mouvement ouvrier fusionnent au sein du Parti ouvrier socialiste d'Allemagne. Marx et Engels joueront, depuis Londres, un rôle actif dans l'organisation et la stratégie du parti. En 1881, la femme de Marx, Jenny, meurt des suites d'un cancer. La santé de Marx empire elle aussi. En 1882, il se rend en Algérie et sur la côte d'Azur pour tenter de se soigner mais rien n'y fait. Pendant ces dernières années, il s'intéresse beaucoup à la situation russe dans laquelle il croit voir les prémices d'une révolution. Il meurt à Londres le 14 mars 1883 à l'âge de 64 ans. Partie 1. La lutte des classes. Début par un extrait du manifeste du Parti communiste de 1848, édition sociale, Paris, 1986, page 53. Traduction de Gérard Cornillet, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons. Bref, oppresseurs et opprimés, en constante opposition les uns aux autres, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt dissimulée, tantôt ouverte, une lutte qui, chaque fois, finissait par une reconfiguration révolutionnaire de la société tout entière ou par la disparition commune des classes en lutte. À des époques plus reculées de l'histoire, nous trouvons presque partout une complète articulation de la société en états distincts, une hiérarchie variée de positions sociales. Dans la Rome antique, nous avons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de jurande, des compagnons, des serfs avec, en plus, à l'intérieur de presque chacune de ces classes, de nouvelles hiérarchies particulières. La société civile bourgeoise moderne, issue du déclin de la société féodale, n'a pas aboli les oppositions de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles configurations de la lutte, à celles d'autrefois. Notre époque, l'époque de la bourgeoisie, se caractérise toutefois par le fait qu'elle a simplifié les oppositions de classe. La société entière se scinde de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes qui s'affrontent directement, la bourgeoisie et le prolétariat. Fin de l'extrait. D'abord sur le vocabulaire. Dans l'Antiquité, les citoyens romains se divisaient en patriciens, aristocrates issus d'une famille noble, et plébéiens, simples hommes libres. Cette distinction fondée sur la naissance recoupait souvent, mais pas toujours, une distinction fondée sur la richesse. 2. Au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, les métiers artisanaux étaient organisés sous forme corporative. Les serfs étaient des paysans attachés à un domaine seigneurial. Les maîtres de jurande devaient prêter le serment d'observer les règlements afférents à leur métier. Le travail n'étant pas libre, les compagnons étaient dépendants d'un maître pour pouvoir exercer. 3. Le mot État s'étend ici au sens d'ordre ou de corps social, comme lorsqu'on parle du tiers-État. Son unité peut être fondée sur un statut ou sur un type de revenu. 4. Au Moyen-Âge, le vassal était un homme libre placé sous la dépendance d'un seigneur qui lui assurait notamment sa protection. 5. Théorisé par Hegel, le concept de société civile bourgeoise désigne l'émergence d'une sphère sociale indépendante de la sphère politique proprement dite. L'émergence de la société civile bourgeoise est contemporaine de la naissance du capitalisme. Précision historique concernant 1848. Reprenant leur expression, un spectre hante l'Europe. Marx et Engels rédigent le manifeste du Parti communiste entre la fin 1847 et le début 1848. Il s'agit d'une période de bouillonnement pré-révolutionnaire. Dès le mois de février en France et dès le mois de mars en Allemagne, se produisent les premiers soulèvements qui donnent lieu au printemps des peuples. Aux aspirations démocratiques, libérales et nationales qui animent l'Europe, viennent s'ajouter des revendications socialistes. En 1848, le mouvement communiste est en cours de constitution. Depuis 1846, Marx et Engels ont créé un comité de correspondance communiste dont l'objectif est de coordonner, au niveau international, les différents groupes révolutionnaires.
Le manifeste est l'émanation directe du congrès de la Ligue des communistes qui se tient à Londres à la fin de l'année 1847. Il est donc le fruit d'un travail collectif. Fin de la précision sur 1848 et retour sur l'analyse de l'extrait. Comment comprendre les transformations historiques? Les révolutions subites comme les évolutions lentes. Pour Marx et Engels, la lutte des classes est l'élément pertinent pour comprendre le fonctionnement de la société. Néanmoins, l'idée même de classe n'est-elle pas simplificatrice? N'est-on pas plutôt confronté à une multitude d'individus et à des groupes sociaux divers, aux intérêts divergents? Et même en admettant qu'il y ait des classes, pourquoi seraient-elles en lutte? Les révolutions et les conflits sociaux ne sont-ils pas plutôt exceptionnels dans l'histoire? Pour répondre à ces différentes questions, on va s'arrêter sur différents termes, à commencer par l'histoire. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte des classes, nous dit l'extrait. Il s'agit de l'une des formules les plus fameuses du manifeste, et c'est en même temps l'une des plus problématiques. Marx et Engels cherchent à montrer, à l'aide d'exemples empruntés à des époques qui vont de l'antique cité grecque au capitalisme du XIXe siècle en passant par la société féodale, que la lutte des classes constitue un schéma pertinent pour comprendre les grandes évolutions historiques. Par exemple, la Révolution française peut être comprise comme l'un des derniers actes d'une lutte entre la bourgeoisie et l'aristocratie au cours de laquelle l'aristocratie a été vaincue en tant que classe dominante. Toutefois, Engels relativisera la formule dans son ouvrage de 1884, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, disant des sociétés existaient avant la cité antique et présentaient une toute autre organisation sociale. Certaines d'entre elles se caractérisaient par la propriété commune de la terre. On n'y trouvait donc ni classe ni lutte de classe. Que gagnons-nous à expliquer le passage d'une grande époque à une autre à partir de la lutte des classes? Est-ce que cela signifie renoncer à toute forme d'explication qui ne serait pas strictement socio-économique, et ainsi occulter l'histoire politique, religieuse, etc.? Au contraire, la lutte des classes permet de donner un soubassement à une histoire globale des sociétés humaines. La première nécessité historique étant la production et la reproduction de la vie humaine, donc la production des moyens de subsistance, manger, boire, se loger, se vêtir, etc. Les conflits qui traversent la structuration économique de la société sont prépondérants, même s'ils ne sont pas les seuls. Dans l'idéologie allemande, Marx et Engels critiquaient ceux qui prétendaient comprendre la marche de l'histoire sans prendre en compte les conditions de la production. Chercher à expliquer la chute de Rome uniquement à partir des conquêtes militaires des barbares, réduire l'expansion française sous l'Empire au génie personnel de Napoléon, tout cela conduit à occulter des facteurs qui ne sont pas seulement des causes historiques parmi d'autres, mais qui constituent la condition de possibilité de toute histoire. Les classes sociales. Que sont exactement les classes sociales, et en quoi permettent-elles de rendre compte de la structuration de la société? Marx et Engels n'ignorent pas que la division du travail dans les sociétés modernes produit une multiplicité de groupes sociaux distincts. Mais ces derniers ne sont précisément pas des classes sociales. Ils désignent des corps de métier, des secteurs de production, mais aussi des styles de vie, des modes de consommation, etc. Détaillé par Karl Marx dans Le Capital, livre 3, tome 3, chapitre 52, Les classes. Édition sociale, Paris 1976, page 260. Par exemple, être paysan, c'est appartenir à un groupe social, que l'on peut étudier sociologiquement, dont on peut décrire les traditions et les coutumes, etc. Mais être paysan ne définit pas encore la classe à laquelle l'individu appartient. Dès lors, qu'est-ce qu'une classe, si l'on accorde qu'elle n'est pas un groupe social? Faut-il définir par le niveau des revenus? Ce critère est peu opératoire. D'abord parce qu'en s'en tenant aux revenus, on ne peut délimiter clairement aucun groupe, les subdivisions allant à l'infini. Deux ouvriers aux revenus différents pourraient ainsi appartenir à deux classes différentes. Ensuite parce que le revenu est pour une large part une réalité dérivée, intelligible en faisant référence à la position que les individus occupent dans la production. Parler de classe, pour Marx et Engels, c'est affirmer que les sociétés humaines sont traversées par des relations de domination. Dans le monde antique, l'esclave était entièrement soumis à la volonté du maître, et, en même temps, travaillait pour lui. Dans le monde féodal, le compagnon ne pouvait exercer qu'en suivant un long apprentissage, forme de travail gratuit auprès d'un maître de jurande, dont le pouvoir n'avait guère de limite. On retrouve dans tous les cas la soumission à l'arbitraire et la contrainte à travailler pour un autre. Celui qui domine est donc celui qui est en mesure de contraindre les autres à travailler pour lui. C'est finalement la propriété ou l'absence de propriété des moyens de production qui définissent les classes sociales. La lutte des classes. La lutte des classes a des degrés d'intensité. Elle est tantôt dissimulée,
tantôt ouverte. Elle n'est pas pensée exclusivement sur le modèle de la crise révolutionnaire. Elle commence à un niveau microscopique, par exemple par le refus des cadences dans les ateliers. Elle gagne en intensité lorsque la masse se constitue en classe pour elle-même. Comme Marx le précise dans Misère de la philosophie, édition sociale Paris 1977, page 178. Et lorsque la division objective entre oppresseurs et opprimés devient consciente pour les opprimés eux-mêmes. Elle atteint son apogée lorsqu'elle revêt un caractère politique, lorsqu'il devient clair que le terme de la lutte est la fin de la domination de classe, l'émancipation de ceux qui ne possèdent pas les moyens de production. Ceux qui ne disposent pas des moyens de production sont à la merci de ceux qui les possèdent. Ils ne sont donc leurs égaux que d'un point de vue juridique, en tant que citoyens. D'abord parce que le propriétaire des moyens de production, à l'époque moderne, le bourgeois, contrôle l'accès au travail et donc au salaire. Ensuite parce qu'il est libre d'organiser le travail du salarié, sa vie au travail comme il l'entend. La spécificité du capitalisme, selon Marx et Engels, serait d'avoir simplifié l'antagonisme de classe, le ramenant à l'opposition de deux termes, ceux qui possèdent les moyens de production, les bourgeois, et ceux qui en sont dépourvus, les prolétaires. Si l'on inclut dans le prolétariat l'ensemble du secteur tertiaire, si l'on y ajoute l'effondrement de la petite propriété du fait de la concurrence des grands groupes, la petite épicerie menacée par les centres commerciaux, ou les chaînes de distribution, la fin des petites exploitations agricoles, etc., la généralisation du salariat au cours du XXe siècle semble leur donner raison. Pour aller plus loin, le livre nous laisse comme autre texte de Marx et Engels, aux éditions sociales, Les luttes de classe en France, lettre de Marx à Joseph Weidmeyer du 5 mars 1852 in Karl Marx, Friedrich Engels, correspondance tome 3, et Karl Marx, Le Capital, livre 3, chapitre 52, Les classes. Pour aller plus loin, vous avez aussi Isabelle Garot, Marx, une critique de la philosophie, au Seuil Paris 2000, chapitre 3, Les luttes de classe. Pierre Dardot et Christian Laval, Marx, prénom Karl, Gallimard, Paris 2012, chapitre 3, L'histoire comme lutte des classes, et Jacques Bidet et Gérard Duménil, Alter-marxisme, un autre marxisme pour un autre monde, au PUF, Paris 2007, chapitres 5 et 6. Partie 2, La vie détermine la conscience. Début avec un extrait de Karl Marx, Friedrich Engels et Joseph Weidmeyer, L'idéologie allemande, grand 1 et grand 2, 1845-1846, Les éditions sociales, Paris 2014, pages 299 et 301. Traduction par Jean Quétier et Guillaume Fondu. Ouvrez les guillemets. Par opposition complète à la philosophie allemande qui descend du ciel vers la terre, ici on monte de la terre vers le ciel. C'est-à-dire qu'on ne part pas de ce que les hommes disent, s'imaginent, se représentent, qu'on ne part pas non plus de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on s'imagine, de ce qu'on se représente être les hommes pour en arriver aux hommes en chair et en os. On part des hommes effectivement actifs, et à partir de leur processus vital effectif. On présente également le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. Même les représentations nébuleuses qui se forment dans le cerveau des hommes sont des sublimés nécessaires de leur processus vital matériel, empiriquement constatables et rattachés à des présuppositions matérielles. Ce faisant, la morale, la religion, la métaphysique et le reste de l'idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, cessent de conserver l'apparence de l'autonomie. Elles n'ont pas d'histoire, elles n'ont pas de développement. Ce sont les hommes, en développant leur production matérielle et leur commerce matériel, qui changent également, en même temps que cette réalité effective qui est leur pensée et les produits de leur pensée. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Fermez les guillemets. D'abord sur le vocabulaire. Pour le sublimer en chimie, c'est le résultat d'une sublimation, c'est-à-dire d'une opération consistant à faire passer un corps de l'état solide à l'état gazeux. Pour les présuppositions matérielles, la philosophie de Hegel avait pour ambition de proposer un commencement absolu, de ne partir de rien d'autre qu'elle-même. Chez Marx et Engels, les présuppositions matérielles sont au contraire ce qui ancre le savoir dans la réalité. Elles écartent ainsi l'écueil d'une spéculation tournant à vide. Enfin pour le commerce matériel. Dans l'idéologie allemande, le terme commerce désigne la manière dont les hommes ont commerce les uns avec les autres. Il ne faut pas le comprendre dans le seul sens restreint de l'activité marchande. Précision sur le contexte, 1845-1846. Sortir de la philosophie. Marx et Engels rédigent les différents manuscrits qui composent l'idéologie allemande entre 1845 et 1846, alors qu'ils baignent encore dans l'univers de la philosophie allemande. Marx avait soutenu une thèse de philosophie en 1841.
Ces années marquent leur rupture avec une discipline jugée abstraite et éloignée de l'étude du monde réel. Comme l'écrit Marx en 1845, les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe, c'est de le changer. 11e thèse sur Feuerbach. L'ambition du travail d'écriture est alors de fonder la science de l'histoire en s'appuyant sur l'analyse des rapports de production. Revenons à l'analyse. Comment comprendre l'histoire des hommes, la biographie des individus comme le développement des sociétés? D'où faut-il partir? Quel sera le point de départ de l'analyse? Par opposition à la philosophie allemande, Marx et Engels définissent leur conception matérialiste de l'histoire de la manière suivante. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Il faut donc partir de ce que les hommes font, non de ce qu'ils pensent. Ensuite, la connaissance historique part des hommes effectivement actifs. Pour comprendre un individu ou une société, on peut partir de ce que cet individu ou cette société disent du monde et d'eux-mêmes. On jugera alors un individu sur les convictions qui sont les siennes, sur les valeurs qu'il dit avoir. On jugera aussi bien une société sur ses textes constitutionnels et les idéaux qu'elle affiche. La philosophie allemande, elle aussi, affirme que la vie des individus et des sociétés est la réalisation d'idées. Hegel considérait par exemple que l'histoire humaine était la réalisation progressive de l'idée de la liberté. Il y aurait d'abord des idées, des conceptions du monde et ensuite la vie elle-même comprise comme réalisation de ces idées. Cette manière de procéder est d'ailleurs très courante. Par exemple, les phénomènes désignés par le terme un peu vague d'individualisme, absence de solidarité, indifférence à la souffrance des autres, repli sur la sphère privée, etc., sont très souvent pensés comme des conséquences d'une mentalité, d'une conscience gagnée à des idéaux individualistes. La réalité, la vie serait modelée par la conscience. Pour le rapport à la conscience d'Hegel, le livre précise qu'Hegel est à l'époque un des principaux représentants de l'idéalisme allemand. Critiquant sa philosophie, Marx cherchera néanmoins à dégager le noyau rationnel de la dialectique hegelienne. Je reprends. C'est cette conception de l'histoire que Marx et Engels cherchent à combattre dans l'idéologie allemande. Leur propre conception de l'histoire, matérialiste, ne part pas des idées ou de la conscience pour comprendre le monde. Elle part des hommes effectivement actifs, de leur processus vital effectif. De quoi s'agit-il? Ce processus n'est rien d'autre que la condition de possibilité de toute société, à savoir la production de moyens de subsistance, la production de la vie elle-même. Pour Marx et Engels, c'est de là qu'il faut partir pour comprendre l'histoire humaine. Ensuite, la conscience dérive de l'activité sociale. Les idées, les pensées et la conscience apparaissent alors comme dérivées de cette activité sociale de production. Elles ne sont que des reflets, des représentations provoquées par le processus vital. Elles ne l'expliquent pas. Partir d'elles, c'est donc prendre les choses à l'envers. La vérité des sociétés libérales, par exemple, n'est pas dans leurs déclarations de droits ni dans leurs valeurs officielles, mais dans la réalité de leurs rapports sociaux. Et l'écart est souvent abyssal. Les déclarations de liberté ne doivent pas faire oublier que la société libérale, entre guillemets, américaine, par exemple, fut aussi une société esclavagiste, puis ségrégationniste. Autre exemple, ce que l'on appelle individualisme n'a pas sa source dans une conscience individualiste, mais dans l'ordre de la production. Les nouvelles techniques de management, qui opposent de façon systématique les salariés, la concurrence pour l'emploi, etc., sont pour une bonne part à l'origine des comportements individualistes. La philosophie allemande prend donc tout à l'envers. Elle ne voit pas que son point de départ est déjà le résultat d'un processus. Idées, définitions, pensées sont des sublimés du processus vital matériel. Et il est parfois difficile de le voir, mais Marx et Engels soutiennent que même les représentations les plus nébuleuses, les élaborations philosophiques les plus abstraites, celles qui semblent les plus étrangères à toute pratique humaine matérielle, en dérivent cependant. Soit l'exemple des idées religieuses. Dans un ouvrage intitulé « L'essence du christianisme » en 1841, Ludwig Feuerbach expliquait que l'aliénation religieuse provenait d'une erreur de jugement. On ne se rend pas compte que les qualités que l'on attribue à Dieu, intelligence infinie, amour infini, volonté infinie, sont en réalité celles de l'homme, compris non comme individu mais comme genre humain. Ludwig Feuerbach est né en 1804 et mort en 1872. Philosophe matérialiste allemand, Marx partagera pendant un temps ses opinions avant de s'en éloigner. Pour Feuerbach, une fois que l'on aura pris conscience du malentendu sur lequel repose la religion, l'illusion religieuse se dissiperait. La dénonciation des idées fausses suffirait à transformer le monde. Marx pense au contraire que la critique théorique a peu d'efficacité contre la religion. La croyance religieuse, en effet, ne résulte pas d'abord de l'adhésion à des idées. Elle émerge en partie dans un contexte social de misère, comme une protestation et un réconfort.
L'aliénation religieuse ne pourra reculer qu'en supprimant la misère qui en est la source. On cite Marx. Exiger de mettre un terme aux illusions qu'on se fait sur son propre État, c'est exiger de mettre un terme à un État qui a besoin d'illusions. Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Introduction, 1843. On voit donc que l'idéologie n'est pas simplement un ensemble de représentations fausses auxquelles il suffirait d'opposer une analyse scientifique. Les représentations idéologiques sont portées par des institutions, l'État, la religion, qui expliquent leur ancrage et leur résistance. Enfin, la production détermine en dernière instance les idées. La métaphore du reflet ne doit pas laisser penser cependant que les idées ne jouent aucun rôle dans l'histoire. Au contraire, Engels écrit une lettre à Joseph Bloch, en date du 21 septembre 1890. Il dit « Les formes juridiques, et même les reflets de toutes ces luttes, effectives dans le cerveau des participants, théorie politique, juridique, philosophique, vision religieuse et leur développement ultérieur, en système dogmatique, exercent également leur action sur le cours des luttes historiques. » Fermez les guillemets. Dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, de 1852, Marx décrit par exemple la manière dont les traditions politiques anciennes peuvent continuer à peser sur le développement historique, même si le mode de production qui les accompagne a complètement changé. Ainsi, les révolutionnaires français de 1789 se sont drapés dans le costume de la République romaine. François-Noël Babeuf se fera nommer Gracchus, en référence aux Gracques, qui avaient tenté de réformer le système social romain. La conception matérialiste de l'histoire nous invite donc à prendre en considération une combinaison de facteurs matériels, en particulier économiques, mais aussi idéels. Les idées ont une efficacité mais subordonnée à ce facteur déterminant, en dernière instance dit-il, qu'est la production de la vie réelle. De multiples causes expliquent le devenir historique, mais toutes n'ont pas le même poids. On a souvent résumé le propos de Marx et Engels de façon métaphorique en affirmant que la base, la production, était plus déterminante que la superstructure, les idées. On nous précise, en note de bas de page, que Gracchus Babeuf, 1760-1797, était un révolutionnaire français. Il est souvent considéré comme l'un des pères du communisme. Pour aller plus loin, on nous indique la lettre de Marx à Pavel Annekov, du 28 décembre 1846, dans Karl Marx, Friedrich Engels, correspondance tome 1, page 446. Aussi, lettre d'Engels à Joseph Bloch, du 21 septembre 1890, in Karl Marx, Friedrich Engels, études philosophiques, édition sociale, Paris 1974, page 238. Et enfin, lettre d'Engels à Konrad Schmidt, du 27 octobre 1890, in Karl Marx, Friedrich Engels, études philosophiques, page 242. Pour aller plus loin, on nous ajoute Lucien Sève, une introduction à la philosophie marxiste, chapitre 3.3 à 3.7, aux éditions sociales, Paris 1980. Michael Louis, Emmanuel Renaud et Gérard Duménil, Lire Marx, partie 2, chapitre 3, critique de l'idéologie et sortie de la philosophie. PUF, Paris 2014. Et enfin, Frank Fischbach, Philosophie de Marx, chapitre 1, Vrin, Paris 2015. Troisième partie. Forces productives et rapports de production. Début par un extrait de Karl Marx, avant-propos de la Contribution à la critique de l'économie politique de 1859, édition sociale Paris 2014, page 63. Ouvrez les guillemets. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production présents, ou, ce qui n'en est qu'une expression juridique, les rapports de propriété, à l'intérieur desquels elles s'étaient émues jusque-là. Deux formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports se changent en chaîne pour ces dernières. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Avec la transformation de la base économique fondamentale, se trouvent bouleversées plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures. Quand on examine de tels bouleversements, il faut toujours distinguer le bouleversement matériel des conditions de production économique, que l'on peut constater aussi rigoureusement que dans les sciences de la nature, des formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, des formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent à terme. Pas plus qu'on ne peut juger de ce qu'est un individu d'après l'image qu'il a de lui-même, on ne peut juger d'une telle époque de bouleversement d'après sa conscience. Il faut bien plutôt expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit existant entre les forces productives sociales et les rapports de production. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir.
et jamais de nouveaux rapports de production supérieurs ne la remplacent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports n'aient éclos au sein même de l'ancienne société. L'humanité ne s'assigne donc jamais que des tâches qu'elle peut résoudre, car à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que la tâche ne naît elle-même que là où sont déjà présents soit les conditions matérielles de sa résolution, soit au moins le processus de leur devenir. Fin de l'extrait. Précision sur le contexte. 1859, une première étape sur la route du capital. À la fin des années 1850, Marx travaille déjà sur son grand projet de critique de l'économie politique. S'il n'en est pas encore à expliquer ce qui fonde l'exploitation capitaliste proprement dite, il propose une explication des rouages de l'échange marchand et de la circulation monétaire. Marx entend à la fois mettre en évidence le fonctionnement du mode de production capitaliste et faire une critique des catégories couramment employées dans le discours des économistes de son temps. Valeurs, marchandises, argent, etc. Ce projet occupera Marx jusqu'à la fin de sa vie et le conduira à rédiger des milliers de pages, dont une partie seulement sera publiée de son vivant. Passons à l'analyse. Comment expliquer les grandes transformations historiques? Sont-elles portées par des nouvelles idées, véhiculées par des groupes sociaux organisés? La Révolution française est-elle le triomphe historique des idées des Lumières, soutenues par la bourgeoisie? Pour Marx, si l'on veut rendre intelligible une époque de révolution sociale, pour le reprendre, soit le passage d'un type de société à un autre, il faut partir non pas des idées ou de la conscience des acteurs, mais de la production matérielle. Les révolutions sociales sont préparées souterrainement, par des transformations dans la production, par l'évolution des relations entre forces productives, des rapports de production. Elles ne sont donc pas possibles à tout moment, ni en tout lieu. L'action politique a un sens. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que le capitalisme ploie sous ses propres contradictions. Mais il faut néanmoins se méfier de l'aventurisme révolutionnaire qui s'imagine que la transformation du monde n'est qu'affaire de volonté. Imbrication des forces productives et des rapports de production. L'expression force productive désigne les moyens de production. Outils, machines, systèmes de machines, l'ensemble des humains qui les utilisent, ainsi que les savoirs indispensables au travail, savoir-faire des métiers traditionnels, connaissances techniques et scientifiques. La production est un rapport de l'humain à la nature, et en même temps un rapport des humains entre eux. Il est possible de penser la production dans les sociétés humaines sur le modèle du travail de Robinson Crusoe, seul sur son île. Les rapports de production désignent donc le type de rapport que les hommes établissent entre eux lorsqu'ils produisent. L'esclave, par exemple, n'est pas un homme libre. Il est la propriété d'un maître qui organise son travail et lui fournit ses outils. Il existe donc des rapports de production esclavagistes. Le servage, à l'époque médiévale, est un autre exemple de rapport de production. Le serf est attaché à une terre et à un seigneur. Il n'est pas libre de les quitter à sa guise. Il est en outre contraint de travailler gratuitement une partie de sa semaine pour le seigneur. Néanmoins, à la différence de l'esclave, il possède ses instruments de production et un peu de terre. Le salariat est un autre type de rapport de production. Le salarié n'est pas propriétaire des moyens de production qu'il utilise au cours de son travail. Marx explique que le salarié est néanmoins un travailleur libre, en ce sens qu'il n'est pas la propriété d'un maître et qu'il s'associe au capitaliste au moyen d'un contrat. Mais la liberté juridique du salarié est en réalité un jeu de dupes, dans la mesure où les rapports de production capitalistes le contraignent à vendre sa force de travail pour subsister. Force productive et rapports de production n'existent jamais indépendamment les uns des autres. Ils sont nécessairement imbriqués et définissent un mode de production. Ce dernier s'inscrit toujours dans une formation sociale qui a une histoire. Par exemple, l'esclavagisme en Grèce et l'esclavagisme à Rome revêtent des formes différentes. Le capitalisme en Angleterre n'est pas exactement celui des États-Unis. Quand les rapports de production deviennent des chaînes, Marx estime que les transformations sociales profondes adviennent lorsque le développement des forces productives entre en contradiction avec les rapports de production. Ces derniers favorisent d'abord l'essor des forces productives, mais finissent toujours par devenir de véritables chaînes, s'opposant à leur déploiement. À l'aube du capitalisme, écrit Marx dans le manifeste du Parti communiste, la petite bourgeoisie industrielle supplanta les maîtres de jurande. La division entre les différentes corporations disparut devant la division du travail dans l'atelier même. Ainsi, la contradiction évoquée précédemment constitue l'un des facteurs qui entraînent la crise du mode de production féodal. La généralisation de la division du travail dans la manufacture, laquelle exige la réunion, la réorganisation, voire la fragmentation des anciens métiers, laquelle est entravée par les rapports de production liant les maîtres à leurs compagnons dans de grandes corporations de métiers.
Les corporations traditionnelles, concurrencées par les nouvelles manufactures à la productivité bien plus grande, ne tarderont pas à disparaître. La contradiction entre les forces productives et rapports de production n'est pas la seule explication mobilisée par Marx pour expliquer la transition entre féodalisme et capitalisme. Dans le Capital, il insistera par exemple sur le rôle joué par l'expropriation violente de la population rurale anglaise au XVe siècle. Implication politique. La contradiction entre forces productives et rapports de production est objective, c'est-à-dire qu'elle échappe en partie aux intentions et aux projets des humains. La conscience humaine, ses productions intellectuelles et institutionnelles, ne constituent pas la source principale des changements sociaux. Marx retrouve ici les analyses de l'idéologie allemande, qui conduisait à relativiser la force des idées. S'il répète ces analyses, c'est parce qu'en matière de révolution sociale, les explications idéalistes, celles qui considèrent que les idées mènent le monde, vont bon train. La bourgeoisie voit dans la Révolution française l'avènement de la philosophie des Lumières. Les contre-révolutionnaires la considèrent comme le résultat d'un complot ourdi par les philosophes contre la tradition. Dans les deux cas, l'événement est pensé comme la réalisation d'idées. Le rôle de la production et de ses contradictions est purement et simplement ignoré. Ces deux lectures sont superficielles. Le mouvement historique est expliqué à partir des productions idéologiques des humains comme si elles s'engendraient elles-mêmes, comme si ces productions ne devaient pas être inscrites dans l'histoire. Faire de la contradiction entre les forces productives et rapports de production le moteur, ou tout au moins la source des révolutions sociales, n'est évidemment pas sans conséquence. D'une part, une telle affirmation doit conduire à ne pas se montrer trop volontariste en matière d'action politique. La révolution ne se décrète pas, elle ne germe pas dans n'importe quelle condition. Marx lui-même en a fait l'expérience en observant le reflux qui a suivi la période de bouillonnement révolutionnaire de 1848. En cela, le texte peut être considéré comme une réponse à tous les agitateurs hors sol qui, comme Blanqui, à l'époque de Marx, s'imaginent pouvoir réduire la question de la révolution sociale à celle de la stratégie menant à la prise du pouvoir. L'action politique ne peut donc pas se dispenser d'une analyse approfondie de la situation sociale, du moment historique dans lequel elle prétend intervenir. Toutefois, affirmer la centralité de la contradiction entre forces productives et rapports de production n'a pas simplement pour Marx une fonction critique. C'est aussi une occasion de mettre en évidence les possibilités de transformation sociale déjà inscrites dans le présent. On retrouve là l'idée, déjà exprimée dans le manifeste du Parti communiste, selon laquelle la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. En insistant sur le rôle du développement des forces productives, Marx ne se livre pas à un plaidoyer en faveur d'une expansion effrénée de la production, comme cela a parfois été affirmé. Il insiste dans ce texte sur le lien qui existe entre bouleversements dans la production et bouleversements sociaux. Marx en conclut-il que le capitalisme s'effondrera sous le poids de ses propres contradictions ? Si, ouvrez les guillemets, l'humanité ne s'assigne jamais que des tâches qu'elle peut résoudre, fermez les guillemets, c'est bien de tâches qu'il s'agit, d'actions à accomplir. Dire que la sortie du capitalisme est possible, ce n'est pas dire qu'elle est automatique. En ne faisant entrevoir la contradiction qui existe aujourd'hui entre des forces productives qui permettraient de garantir le bien-être des individus, nous pouvons soigner des maladies graves, nous pouvons partager des connaissances essentielles, etc. Et d'autre part, des rapports de production dont la seule finalité est de garantir aux capitalistes un taux de profit maximal, le texte de Marx nous donne aussi l'occasion d'envisager un autre mode de production que celui dans lequel nous vivons. En fin de partie, on nous ajoute les autres textes de Marx et d'Engels. Marx et Engels, l'idéologie allemande, chapitre 1. Karl Marx, misère de la philosophie, partie 2. Marx et Engels, manifeste du Parti communiste, grand 1. Pour les trois, voir les éditions sociales, Paris, 2014, 1977 et 1986. Pour aller plus loin, Lucien Sèvres, une introduction à la philosophie marxiste, Paris 1980, chapitre 3.8 à 3.15, pages 180 à 199, aux éditions sociales. Et Étienne Balibar, sur les concepts fondamentaux du matérialisme historique, in Louis Althusser et Ali avec 2 i. Lire le Capital, PUF, Paris 2008. Partie 4, l'histoire et ses fantômes. On commence par un extrait de Karl Marx, dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852. Édition sociale, collection essentielle, Paris 1984, page 69, traduction de Gérard Cornillet. Ouvrez les guillemets. Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et les grands personnages de l'histoire mondiale surgissent pour ainsi dire 2 fois. Il a oublié d'ajouter la première fois comme tragédie,
la seconde fois comme farce. Caussidière pour Danton, Louis Blanc pour Robespierre, La Montagne de 1848 à 1851 pour La Montagne de 1793 à 1795, Le Neveu pour l'oncle. Et même caricature pour Les Circonstances où paraît la deuxième édition du 18 Brumaire. Les humains font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de leur propre chef, ni dans des circonstances qu'ils ont eux-mêmes choisies, mais bien dans des circonstances qu'ils trouvent immédiatement déjà là, des circonstances qui leur sont données et transmises. La tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à bouleverser eux-mêmes et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est précisément dans de telles époques de crise révolutionnaire qu'ils appellent craintivement les esprits du passé à leur rescousse, qu'ils leur empruntent leur nom, leur mot d'ordre, leur costume, pour jouer une nouvelle scène de l'histoire mondiale sous ce déguisement respectable et avec ce langage d'emprunt. C'est ainsi que Luther prit le masque de l'apôtre Paul, que la révolution de 1789 à 1814 se drapa successivement dans le costume de la République romaine, puis dans celui de l'Empire romain, et que la révolution de 1848 ne sut rien faire de mieux que de parodier tantôt 1789, tantôt la tradition révolutionnaire de 1793 à 1795. C'est ainsi que le débutant qui apprend une nouvelle langue la retraduit toujours dans sa langue maternelle. Mais il ne se sera approprié l'esprit de cette nouvelle langue, et ne sera en mesure de s'en servir pour créer librement, que lorsqu'il saura se mouvoir dans celle-ci sans réminiscence, en oubliant en elle sa langue d'origine. Fermez les guillemets. On précise, d'abord pour quelques références, en un Louis-Marc Caussidière, né en 1808, mort en 1861, participe à la révolution de 1848. Il est nommé préfet de police par le gouvernement provisoire. Mais après l'écrasement des manifestations ouvrières de juin 1848, il se réfugie aux États-Unis. Georges Danton, 1759-1794, figure de la Révolution française, associée à la défense de la patrie en danger, menacée par l'alliance des monarchies européennes contre la République. Il est guillotiné en 1794. Louis Blanc, né en 1813, mort en 1882, membre du gouvernement provisoire en 1848, contraint lui aussi de s'exiler après les journées de juin 1848. Maximilien Robespierre, 1758-1794, figure de la Révolution française associée à la Terreur, membre du Comité de salut public. Il est guillotiné sans procès. La Montagne de 1848, groupe républicain à l'Assemblée nationale constituante de 1848. La répression va s'abattre sur lui après les journées de juin 1848, sur le groupe de la Montagne de 1848, contraignant de nombreux députés à la fuite. La Montagne de 1793, groupe parlementaire mené par Danton et Robespierre, favorable à la République. Le groupe doit son nom à sa position dans l'Assemblée, tout en haut, sur les bancs les plus élevés. En deux, précision, Martin Luther, 1483-1546, est un théologien allemand et le principal initiateur de la réforme protestante. Il s'est notamment appuyé sur l'épître de Paul de Tarse, 1er siècle de notre ère, aux Romains, pour affirmer que c'est la foi qui sauve et non les œuvres. Voyons maintenant un petit rappel de contexte, le 18 Brumaire, essai d'histoire immédiate. Après le bouillonnement révolutionnaire de 1848, les années qui suivent sont celles du reflux. Marx s'exile à Londres en 1849 et peine à poursuivre la publication de la Nouvelle Gazette rhénane, le journal qu'il avait fondé à Cologne l'année précédente. Le début des années 1850 est alors l'occasion pour Marx d'analyser la séquence sociale et politique que l'Europe, et notamment la France, vient de connaître. Les luttes de classe en France, puis le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, rédigé entre 1850 et 1852, constitue ainsi un essai d'histoire à chaud, une tentative d'appliquer la méthode matérialiste aux événements qui ont secoué la France entre la proclamation de la Deuxième République, le 24 février 1848, et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851. Passons maintenant à l'analyse. Ce que les hommes vivent à chaque époque est-il absolument inédit ? Ne peut-on pas déceler au contraire le retour de certains phénomènes, comme si l'histoire se répétait ? L'histoire semble parfois bégayer. Par exemple, lorsque le 2 décembre 1851 a lieu le coup d'État de Louis Bonaparte, le futur Napoléon III. Apparente répétition de la prise de pouvoir par son oncle Napoléon Ier en 1799. Pour Marx, il n'y a pas véritablement répétition. Napoléon III montrera très vite qu'il ne soutient pas la comparaison avec le premier. La répétition historique.
le 18 Brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799. Bonaparte, né en 1769 et mort en 1821, renversait le Directoire, devenait premier consul et bientôt empereur. Une cinquantaine d'années plus tard, le 2 décembre 1851, Marx assiste à la deuxième édition du 18 Brumaire, au coup d'État de Louis Bonaparte, 1808-1873, pour les dates de naissance et de mort de Napoléon III, le neveu du précédent. Il fait ce coup d'État peu après son élection à la présidence de la République. La succession de ces deux événements semble donner raison au philosophe Hegel, qui affirme, dans Les leçons sur la philosophie de l'histoire, que parfois l'histoire se répète. La République romaine, par exemple, serait morte deux fois, d'abord vidée de sa substance par l'autoritarisme de César, puis remplacée quelques années plus tard par l'empire d'Auguste. Marx reprend l'idée de Hegel en la corrigeant. L'histoire se répète, mais la répétition est toujours ratée. Les deux Napoléons accèdent au pouvoir par un coup d'État. Ils deviennent tous les deux empereurs. Mais au-delà de cette similitude, le premier diffère profondément du second. Le destin de Napoléon Ier est tragique, celui de Napoléon III comique. En effet, Napoléon Ier, mais aussi Danton et Robespierre sont des personnages tragiques. Ils sont des forces historiques agissantes, des colosses comme le dit Marx. Les uns et les autres participent, à leur manière, à la disparition du monde féodal et à l'établissement d'une nouvelle forme sociale, la société bourgeoise. La conquête napoléonienne, par exemple, balaya partout en Europe les petites aristocraties locales, vestiges de l'ancien régime. En comparaison, Napoléon III, Cossidière et Louis Blanc sont des personnages de farce. Ces individus n'incarnent plus la contradiction d'une époque, la lutte entre un ancien monde en train de sombrer et un nouveau qui émerge. Leur destinée individuelle n'accomplit aucun progrès historique. À l'heure des révolutions, le printemps des peuples de 1848, leur vie publique est pur anachronisme. La seconde édition du 18 Brumaire ne doit donc pas être comprise comme la manifestation de la nécessité de l'Empire pour la France en ce milieu du XIXe siècle. La répétition comique d'un épisode historique signifie bien plutôt sa mort définitive. Elle va permettre aux hommes d'abandonner la nostalgie qu'ils pouvaient encore éprouver à son égard. S'il y avait en France une nostalgie de l'Empire après la mort de Napoléon Ier, il y en aura moins après le règne de Napoléon III. Le comique du neveu aura permis aux humains de commencer à s'affranchir de ce passé encombrant. Parler de répétition historique ne signifie pas que les humains se contentent de subir une histoire se faisant sans eux. Les humains sont actifs, ils font leur propre histoire. Les révolutions politiques, par exemple, n'adviennent jamais automatiquement. Cette histoire, néanmoins, les humains vivants ne la commencent pas. Elle a un poids, des tendances lourdes, une certaine inertie. S'il y a malgré tout de la liberté, c'est parce qu'il existe au présent des marges de manœuvre. Mais cette liberté est relative. Elle ne peut se déployer que dans des circonstances, données et transmises. Ces circonstances désignent les rapports de classe au sein desquels les individus agissent. Mais Marx inclut dans ce terme parmi les circonstances, dont les humains héritent et qui pèsent sur leur action, les représentations politiques, les édifices idéologiques, l'État, etc. La politique entre langue d'emprunt et nouvelle langue. Le 18 Brumaire est souvent présenté comme un texte qui viendrait nuancer la théorie de l'histoire développée dans l'idéologie allemande, alors que, dans ce dernier ouvrage, Marx et Engels auraient tout simplement dénié toute histoire propre aux représentations politiques, comprises comme productions idéologiques émanant des rapports matériels qui régissent la vie des humains. Le 18 Brumaire redonnerait à la sphère politique une forme d'autonomie. En réalité, plus qu'il ne s'oppose, il semble que les deux textes se complètent. Marx n'affirme pas ici que les représentations politiques sont complètement indépendantes et déliées des rapports de production et de l'ensemble du contexte historique. Il essaye plutôt de montrer que certaines représentations politiques peuvent survivre aux rapports sociaux qui les ont vues naître. Elles ne surgissent donc pas de nulle part. Elles ont bien été produites par un contexte socio-économique déterminé. Mais elles peuvent subsister alors même que ce contexte a changé. C'est ce qu'on appelle la tradition. En l'occurrence, dans le 18 Brumaire, Marx cherche à comprendre comment Louis-Napoléon Bonaparte a pu trouver une base sociale pour être élu président de la République et a pu réussir à faire accepter son coup d'État, alors même que la période en question était révolutionnaire. L'intérêt de son analyse est justement qu'elle ne s'en tient pas à l'énoncé de l'existence d'un mythe bonapartiste, celui d'un exécutif fort entretenant un rapport direct avec le peuple, se plaçant au-dessus des différentes classes sociales. Elle montre également comment ce discours, qui joue sur la nostalgie du Premier Empire, entre en résonance avec les préoccupations de la petite paysannerie parcellaire, cette classe de petits exploitants agricoles,
devenus propriétaires sous la Révolution française. Comme le dit Marx un peu plus loin, la tradition historique a fait naître dans l'esprit des paysans français la croyance miraculeuse qu'un homme portant le nom de Napoléon leur rendrait toute leur splendeur. Croyance qui s'avère toutefois illusoire, car, pour Marx, c'est dans la propriété parcellaire elle-même qu'il faut chercher la source des malheurs de la paysannerie, appauvrissement, endettement, etc. Une forme de propriété précisément consolidée par l'action de Napoléon Ier. L'analyse proposée par Marx permet donc de comprendre pourquoi les différents acteurs de l'histoire ne raisonnent pas exclusivement en des termes propres à la situation qui leur est contemporaine. La métaphore de la langue que Marx développe dans ce texte permet d'ailleurs d'envisager comment ces différents facteurs se combinent dans une période de changement social. Dans un contexte dans lequel elle n'est plus adéquate, la langue maternelle de la tradition devient une langue d'emprunt, qui met du temps à laisser place à la nouvelle langue, celle qui traduit correctement les intérêts des différentes classes. Fin de la partie. Pour les autres textes de Marx et Engels, vous aurez Marx et Engels, La bourgeoisie et la contre-révolution, dans la Nouvelle Gazette rhénane, décembre 1848, tome 2, édition sociale Paris 1970. Lettre d'Engels à Borgius, du 25 janvier 1894, dans Études philosophiques, page 252. Pour aller plus loin, vous aurez Paul-Laurent Assoun, Marx et la répétition historique, PUF, Paris 1978, livre 1, chapitres 2, 3 et 4. Domenico Losurdo, Démocratie ou bonapartisme, Le temps des cerises, Paris 2005, chapitres 2, 3, 5 et 8. Maurizio Garibaldi et Michel Rio-Sarcey, 1848, La Révolution oubliée, La découverte, Paris 2008.